C'est bon. Oui, bah, je souhaitais remercier tout d'abord les maires et les élus et tous les partenaires qui se sont connectés ou qui vont voir la vidéo un petit peu plus tard. Je salue aussi l'Association des maires de France des Pyrénées-Atlantiques qui nous aide à l'organisation de ce webinaire qui s'inscrit au cœur, on va dire, d'un enjeu fondamental pour l'avenir de nos enfants et des familles de notre territoire des Pyrénées-Atlantiques. On est réunis autour du schéma départemental des services aux familles, le SDSF, qui vise, lui, à mieux articuler et à renforcer nos politiques en faveur des familles. Et parmi les priorités de ce schéma, on a le service public de la petite enfance qui occupe une place centrale. Pourquoi il a une place centrale? Parce qu'il porte des ambitions fortes, ce SPPE. Déjà, c'est de garantir un accueil pour tous les enfants et un accueil de qualité. Le deuxième point, c'est d'accompagner les familles dans l'ensemble de leur parcours de vie. Le troisième point, c'est de soutenir les professionnels qui s'engagent au quotidien dans ce secteur. Mais au-delà de ces enjeux, c'est aussi un enjeu très concret de développement territorial. L'accueil du jeune enfant, aujourd'hui, c'est un marqueur d'attractivité pour vos communes. C'est un levier d'égalité pour les familles et aussi un facteur de dynamisme local. Alors, j'ignore pas qu'il y a des conditions budgétaires, qu'elles sont particulièrement contraintes pour les collectivités actuellement. Les marges de manœuvre sont souvent étroites et les arbitrages restent difficiles. Mais c'est précisément dans ce contexte que le SPPE peut devenir un outil stratégique pour vous, car il permettra de fédérer les acteurs, mutualiser vos réponses, faciliter l'accès à des financements, notamment à travers les fameux bonus territoriaux attachés aux conventions territoriales globales, les fameuses CTG. Et donc, il ne s'agit pas de faire plus avec moins, mais de faire mieux ensemble. Et je souhaitais aussi vous dire que vous n'êtes pas seul pour faire cela. Toutes les équipes de la CAF, les chargés de conseil et développement, sont pleinement mobilisés pour vous accompagner dans la durée pour construire avec vous un projet de petite enfance cohérent, adapté à vos réalités locales. Et cela s'inscrit dans une dynamique de contractualisation commune dans les CTG. Donc ce webinaire, il a un double objectif. Euh, à court terme, c'est de vous apporter une information claire et utile sur le SPPE. Et à long terme, bah, c'est d'ouvrir un espace de dialogue concret pour répondre à vos attentes, vos besoins et vos projets. Je vous propose donc de commencer, mais avant tout, je laisserai la parole peut-être à Inbar qui voudra peut-être dire quelques mots pour l'Association des maires de France. Oui, merci Thibaut. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je remercie pour cette introduction claire et très exhaustive. Nous sommes ravis de diffuser cette information pour les collectivités en vue de la mise en place de ce service public petite enfance. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci. Je vais prendre le relais du coup sur la slide suivante avec l'introduction sur le volet réglementaire pour rappeler un petit peu le cadre de ce service public de la petite enfance. Comme c'est bien écrit entre guillemets, c'est très important, ce SPPE vise à garantir à chaque famille une solution d'accueil de qualité pour son jeune enfant à un prix raisonnable et comparable, quel que soit le mode d'accueil, et ce, quelle que soit la commune où ils vivent sur le territoire. Donc, le cadre réglementaire, le SPPE, il est régi par la loi du plein emploi. C'est cette loi qui a désigné les communes comme les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. Ce sont donc les communes ou le PCI si la compétence est transférée, qui ont bien la responsabilité d'organiser l'offre d'accueil petite enfance sur le territoire. Ce qui est important aussi à noter, c'est que les communes qui sont concernées doivent dès à présent exercer leurs nouvelles compétences. Concernant les principes d'action, on en parle aussi sur la slide juste après, donc on peut peut-être avancer. Le SPPE, il est né de plusieurs constats. L'inégalité d'accès à un mode d'accueil, une qualité d'accueil qui était également jugée inégale et une pénurie de professionnels de la petite enfance. Donc du coup,
avec ces constats, plusieurs objectifs, plusieurs principes ont été validés pour ce service public de la petite enfance. Déjà, une accessibilité universelle pour chaque enfant, pour chaque famille, indépendamment de leur situation socio-économique, mais aussi un volet qualité avec un développement, une accentuation de la qualité d'accueil pour replacer vraiment les besoins de l'enfant au cœur des projets en renforçant voilà, cette qualité d'accueil pour pouvoir leur stimuler les enfants dans un cadre bienveillant. Mais le SPPE, c'est aussi un dispositif pour les parents, pour le soutien à la parentalité. C'est pouvoir proposer des services qui facilitent la vie des parents, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Donc, c'est 4 volets finalement qui sont au cœur de ce service public. Le maintien, le développement des places d'accueil, l'information aux parents, la qualité d'accueil et la valorisation des métiers. Pour ce faire, les autorités organisatrices ont plusieurs missions. Oui, mais on peut y venir pardon. parce que finalement, dans Oui. les missions, on est sur cette slide dans une explication plus exhaustive. Donc, il y a des compétences au niveau des autorités organisatrices. Vous voyez par cette slide qu'en fonction de la taille des communes, on va avoir ou pas des compétences à réaliser. Donc, si on les prend dans l'ordre, c'est tout d'abord recenser les besoins des enfants de moins de 3 ans et de leurs familles en matière de services aux familles. Cela concerne donc toutes les communes, cette compétence. Sur la deuxième, informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans, ainsi que les futurs parents. Cela concerne également toutes les communes. Planifier au vu du recensement des besoins le développement des modes d'accueil. Là, cela concerne toutes les communes de plus de 3 500 habitants. Établir et mettre en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. Cela concerne les communes de plus de 10 000 habitants. Soutenir la qualité d'accueil des modes d'accueil. Cela concerne toutes les communes de plus de 3 500 habitants. Et enfin, mettre en place un relais petite enfance à compter du 1er janvier 2026. Pour ceux qui n'en ont pas, cela concerne toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Donc, plus concrètement, quand on parle de service public de la petite enfance, de quelle forme d'accueil en fait parle-t-on? Il en existe plusieurs. Il y a donc des accueils collectifs, que ce soit avec un financement PSU ou PAGE, comme par exemple les crèches. On a également de l'accueil individuel avec notamment les assistants, les assistantes maternelles. Et on peut aussi avoir un accueil au sein des écoles puisqu'il existe des classes passerelles pour les enfants de moins de 3 ans dans certaines écoles du département. Donc, on considère que c'est un accueil aussi pour les enfants de moins de 3 ans. On a également des structures, qui accompagnent les familles et les professionnels, que nous appelons les relais petite enfance, qui accompagnent dans l'information et aussi dans la professionnalisation des assistantes maternelles. Et certaines communes peuvent faire le choix d'avoir des guichets uniques portés par ces RPE, justement, relais petite enfance. Quand on parle de guichet unique, on est sur un service plus important auprès des parents notamment, puisque c'est un guichet unique doit apporter une information centralisée sur les différents modes d'accueil pour vraiment accompagner et orienter les familles. Ils peuvent aller jusqu'à organiser des commissions uniques de suivi des demandes pour les demandes de place de garde pour les enfants. Ils font fonction d'observatoire local pour analyser les besoins à venir et adapter l'offre. Ils peuvent aussi accompagner le parent ou les parents dans la préinscription de leurs enfants en ayant une préinscription unique pour l'ensemble des structures et voilà, pouvoir apporter un accompagnement vraiment de qualité auprès des parents. Donc voilà les différentes formes d'accueil de la petite enfance. Alors du coup,
quels sont les rôles de tous les partenaires dans le cadre du SPPE? C'est sûr qu'on a tous une mission, un rôle à jouer. Si on parle tout d'abord des missions des communes, donc de vos missions et des EPCI, vous savez que voilà, vous travaillez en termes de développement de l'offre petite enfance dans le cadre des conventions territoriales globales, notamment avec la CAF, pour porter un projet social de territoire en faveur d'une offre adaptée aux besoins des familles. Vous avez aussi un accompagnement les communes ou les EPCI dans le financement de places. Vous donnez une information aux familles. Vous observez aussi la réalité de votre territoire. Vous réalisez des diagnostics. Vous mettez en œuvre des stratégies. Et vous êtes les autorités organisatrices du SPPE. Pour la CAF, nous accompagnons effectivement les communes et les EPCI dans les conventions territoriales globales. Nous avons une expertise en interne dans le développement de projets, dans l'accompagnement aussi à la réglementation de la CAF. Nous sommes aussi, nous proposons des leviers financiers pour justement développer cette offre ou maintenir l'offre existante. C'est la CAF qui agrée les RPE. Nous avons aussi également un rôle de contrôle des équipements que nous finançons, justement sur ce volet financier. Et dans le schéma dont Thibault a parlé tout à l'heure, le schéma départemental des services aux familles, on a un rôle de secrétariat et nous assurons la vice-présidence. Sur les autres acteurs, on peut donner quelques exemples puisque vous aurez le support. Donc, par exemple, le département, c'est le département qui agrée et qui forme les assistants maternels. C'est eux qui donnent l'autorisation pour les accueils collectifs et les MAM. La région, elle a plutôt des compétences et d'un accompagnement en termes de formation, notamment les formations professionnelles. C'est eux qui définissent et qui financent les programmes de formation professionnelle. Les services de l'État, notamment la préfecture, c'est la préfecture qui préside le comité départemental des services aux familles, qui est donc la gouvernance élargie du schéma départemental des services aux familles. C'est aussi l'État qui accompagne les collectivités dans la prise de compétences, par exemple. Voilà pour vous donner un petit peu une idée des rôles des partenaires. Vous concernant, quels sont vos rôles plus concrètement? Comment les collectivités agissent-elles? Donc, vous voyez que vous avez plusieurs niveaux d'action. Vous devez piloter la politique locale. Et pour ce faire, on travaille aussi dans le cadre des conventions territoriales globales pour pouvoir en fait travailler sur cette mise en œuvre de la politique locale d'accueil du jeune enfant. On travaille avec vous pour recenser les besoins, les offres disponibles sur le territoire, les besoins des familles, les modalités d'information. Vous avez également, en tant que collectivité, la gestion d'établissements. Vous pouvez gérer des crèches, des relais petite enfance. Vous avez aussi un rôle de cofinanceur de ces établissements, notamment, par exemple les crèches, mais aussi les relais petite enfance. Et pour les MAM, vous pouvez aussi faciliter l'installation de ces maisons d'assistantes maternelles en mettant, par exemple, à disposition des locaux ou en ayant un loyer peu onéreux, en proposant un loyer peu onéreux. Enfin, vous avez aussi un rôle à jouer dans la qualité des modes d'accueil que vous accompagnez sur votre territoire, soit dans la formation, dans l'animation locale des modes d'accueil, notamment avec les RPE, et un rôle d'information et d'orientation des parents vers le bon mode d'accueil, la crèche, l'assistant maternel, la MAM ou encore la garde à domicile, par exemple. Donc, sur nos départements, on sait que nous avons des EPCI qui possèdent tout ou partie des compétences et puis certains autres EPCI qui ne possèdent pas ces compétences-là, qui donc n'ont pas été transférés, par exemple, à un échelon intercommunal, par exemple. On n'a pas le nombre exact, mais nous savons qu'il y a les deux situations possibles. Donc, ce qu'on vous recommande, ou ce qui est recommandé dans le cadre de la mise en œuvre du SPPE, c'est de reprendre exactement les termes de la loi afin que les compétences soient le plus explicites possible, d'intégrer ces compétences dans la compétence supplémentaire qui est soumise à intérêt communautaire, action sociale d'intérêt communautaire. Ainsi, en le faisant de cette manière, vous n'aurez pas par la suite vous pourrez modifier en fait par une simple délibération sans recourir à une procédure longue, notamment de changement de statut. Voilà ce qui est conseillé pour mettre en application cette compétence.
Vas-y. Pardon, oui, je prends le relais. Ok. Non, c'était peut-être pas là. Bon, c'est pas grave. Sur l'état des lieux, donc pour poursuivre, pardon, sur l'état des lieux sur notre département. Donc, vous dire qu'en matière petite enfance, nous avons un taux de couverture départementale, donc une offre en mode d'accueil qui est de 66,4%, avec, ici, je ne vais pas détailler tous les chiffres, hein, comme Solène l'a dit, vous aurez le support, mais avec une répartition entre les places chez les assistants maternels ou en MAM, et puis les places en structure collective. Donc, il y a un nombre de places chez les assistants maternels qui est plus important qu'en structure collective. Et également, sur cette diapositive, vous pouvez voir le nombre d'enfants de moins de 3 ans et les communes qui sont couvertes par un RPE sur notre département. Donc, il nous semblait aussi important de pouvoir vous communiquer quelques éléments d'observation complémentaires, notamment sur les naissances domiciliées en 2023, avec le constat qu'il y a une baisse de 7 points hein, du nombre de naissances en 2023. Et également qu'il y a une baisse du nombre d'assistants maternels depuis le 2019. Donc, c'est une tendance nationale hein, qui se confirme également dans notre département. Donc, c'est aussi à prendre en compte dans le cadre du SPPE et dans le cadre du maintien de places d'accueil ou de développement des places d'accueil. De ce fait, nous avons travaillé à des simulations en fait de maintien ou de développement de places. Alors là, on vous la présente à l'échelle départementale. Ce sont des simulations qui peuvent être affinées à l'échelle plutôt des collectivités EPC, communautés de communes, EPCI, voire communes. Mais toujours est-il qu'il nous semblait important d'avoir cette vision avec 2 scénarios, puisque nous souhaitons regarder en fait quelles sont les hypothèses et quel impact ça a sur le nombre de places. En fait, dès lors que les assistantes maternelles partent à la retraite, soit à plus de 65 ans ou les départs à la retraite à 55 ans. En partant d'une hypothèse qu'il y a des assistants maternels, d'un remplacement d'une assistante maternelle sur 2. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir une vision pour essayer de regarder quel serait en fait l'impact pour maintenir l'offre totale d'accueil par rapport aux demandes de manière constante. Donc, si supposons on a l'hypothèse de remplacement d'une assistante maternelle sur 2, donc on aurait 336 places en nombre d'enfants. En nombre d'enfants, voilà, Oui. pardon. 336 places d'enfants, d'une réduction du nombre d'enfants accueillis, si on partait sur l'hypothèse d'un départ à la retraite des assistants maternels de plus de 60 ans. Contre 910 enfants, si on partait sur une hypothèse de départ à la retraite des ASMAT de plus de 55 ans. Donc, il s'agirait d'avoir une offre à créer pour maintenir l'offre d'accueil en nombre de places donc de crèches sur la base d'une moyenne d'1,97 enfants accueillis par place. Il s'agirait de ce fait de devoir développer 161 places d'accueil pour le scénario numéro 1 ou 462 places d'accueil pour le scénario numéro 2. Et si on partait sur la base donc de 3,2 enfants accueillis par assistant maternel, de fait, ça a un effet de 105 places sur le scénario numéro 1 et 285 places sur le scénario numéro 2. En fait, la diapositive montre à voir ici que la baisse du nombre d'assistants maternels a un impact clairement affiché sur notre département et qui permet de repérer en fait le nombre de places à développer soit en accueil individuel ou en accueil collectif. Voilà. Mais ça, on pourra revenir dans le cadre des conventions territoriales globales, revenir vers chacun d'entre vous, chacune des collectivités, pour réaliser et vous présenter ces simulations
en fait, permettant que vous puissiez vous repérer sur votre territoire l'impact que ça a sur cette baisse de nombre d'assistants maternels au regard du nombre d'enfants. Pour renforcer ce que dit Delphine, tous les territoires sont concernés. On a 30% de nos assistants maternels qui ont plus de 55 ans sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc on est l'un des départements les plus impactés par ces potentiels départs à la retraite. Et aujourd'hui, voilà, le sujet et dans les prochaines années va être essentiellement là, c'est comment va-t-on absorber ces départs à la retraite. Une partie pourra être remplacée, on le sait, par de l'accueil collectif, mais une autre devra être remplacée par de l'accueil individuel. Donc, c'est des sujets sur lesquels on reviendra vers vous, comme a dit Delphine, pour justement faire le point et que vous ayez bien le, le- le- l'état de votre territoire pour que vous puissiez commencer à y réfléchir. Et comme vous pouvez le voir, voilà, ça va venir assez vite, d'ici 5 à 10 ans. On a clairement un enjeu de venir remplacer ces assistantes maternelles. Et là, on est sur un scénario d'une assistante sur deux, d'une assistante maternelle sur deux. On a pris aussi d'autres scénarios où on ne remplace qu'un tiers des assistants maternels. Et vous imaginez bien que c'est exponentiel les places à créer ou les assistants maternels à remplacer. Voilà. Alors, le rôle de la CAF, comme le précisait Thibaut aussi en préambule, hein, c'est vraiment de venir en appui et en soutien auprès des autorités organisatrices pour assurer les quatre grandes missions. Les quatre grandes missions donc, du SPPE. Je ne vais pas détailler plus parce qu'on l'a largement déployé les quatre enjeux en fait du SPPE. Vous dire qu'au niveau de la CAF, nous apportons différents leviers. Alors là, on vous présente un levier financier. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est à peu près, c'est un peu moins de 37 millions d'euros versés en 2024, hors complément mode de garde, mais versés dans le domaine de la petite enfance, auprès des structures petite enfance, mais aussi auprès des assistants maternels ou des relais petite enfance. Et ce sont des aides aussi bien au titre du fonctionnement qu'au titre de l'investissement. Mais en plus, donc également, les levées financiers sur la petite enfance, sont vraiment à souligner, dans le cadre de cette convention d'objectifs et de gestion, hein, pour la branche famille, puisqu'il y a eu, plusieurs majorations des aides à l'investissement, de la revalorisation des aides au fonctionnement. Également un effort, très significatif du montant de la prestation de service unique, qui est de plus 12 sur la durée de la convention, d'objectifs et de gestion. Et puis l'introduction des différents bonus, qu'ils soient bonus attractivité, des bonus territoire CTG ou des bonus de trajectoire de développement qui visent précisément à créer des places en ESJE à la PSU. Donc tous ces leviers financiers, enfin vraiment sont là pour accompagner chaque collectivité à mettre en place et mettre en œuvre donc le service public de la petite enfance sur l'axe du maintien et développement de services, notamment. Mais en plus des leviers financiers, il est à souligner tout l'accompagnement en ingénierie que nous vous proposons, hein, sur le territoire, sur les territoires, à vos côtés, puisqu'on a une équipe de professionnels qui œuvrent à vos côtés. Alors à la fois des chargés de conseil et de développement, plutôt en charge, du suivi des CTG auprès des chargés de coopération, sur les territoires, mais aussi des chargés de conseil et développement, qui accompagnent les structures petite enfance. Nous avons une équipe de gestionnaires conseils qui accompagnent et qui assurent le paiement des prestations et des subventions, sans oublier, les contrôleurs sur place, à l'action sociale, qui œuvrent aussi et qui rentrent tout à fait dans le cadre du SPPE sur l'axe, de la qualité, aussi, de l'accompagnement.
Aussi, un autre outil qui s'intègre complètement dans le schéma départemental des services aux familles, c'est la création d'un comité technique du SPPE qui est suivi à l'échelle départementale et qui se décline ensuite avec des commissions structures pour l'accueil collectif et des commissions pour l'accueil individuel. Donc, les moyens en coopération et en ingénierie ont vocation donc à s'articuler avec le financement des chargés de coopération, ingénierie et diagnostic de la CAF. Donc, nous, on est vraiment en appui et en conseil sur les territoires auprès des différents gestionnaires de structures, mais aussi auprès des chargés de coopération sur les territoires et auprès des élus aussi. Donc, je ne reviens pas sur les dispositifs d'accompagnement qui renvoient aussi et toujours sur les 4 enjeux forts du SPPE. Aussi, et pour terminer, on avait à cœur de pouvoir aussi vous présenter des dispositifs innovants qui s'intègrent complètement dans la politique du SPPE aussi, comme par exemple le dispositif AVIP. Alors, le dispositif AVIP, il a été présenté dernièrement aux coordonnateurs, à nos partenaires structures EAJE et également à nos partenaires territoires, coopérateurs territoires, notamment petite enfance, puisque nous avons lancé un appel à projet pour les crèches à vocation d'insertion professionnelle. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que le principe des crèches à VIP, c'est de pouvoir accueillir en crèche les jeunes enfants de 0 à 3 ans de parents qui sont sans emploi aujourd'hui et d'accompagner vers l'emploi ou la formation professionnelle, donc les parents qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Donc, l'objectif, c'est de mobiliser dans un plus grand nombre de AJE les critères d'insertion professionnelle des parents comme motif d'attribution de place. Je vais y revenir après. De diversifier les offres labellisables à VIP, puisque si en accueil collectif et en accueil individuel, d'offrir plus de solutions aux parents en insertion et à proximité de leur domicile ou de leur lieu d'activité ou de formation, et de renforcer le déploiement du label par la mobilisation des gouvernances respectives au niveau des services aux familles et des modes d'accueil du jeune enfant du service public de l'emploi. Donc, les publics bénéficiaires, ce sont effectivement les personnes qui sont accompagnées par des prescripteurs. Les prescripteurs sont France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, référent unique professionnel du RSA et le PLI, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion. Donc, ces prescripteurs accompagnent donc les familles. Et les familles bénéficiaires ou le public bénéficiaire de ce dispositif, ce sont les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ont besoin d'un mode d'accueil pour disposer de temps consacré soit à la réponse aux annonces, refaire un CV, de rédiger des lettres de motivation, se rendre à des rendez-vous de recrutement, par exemple. Les personnes également qui souhaitent partir en formation. Les personnes qui sont en reprise imminente d'emploi. Et les personnes également qui sont suivies des 15 heures hebdomadaires d'activité obligatoire des bénéficiaires du RSA. Donc, ils sont accompagnés par le référent unique professionnel dans le cadre du RSA. Les modalités d'accueil et de financement des places à VIP, il faut savoir que concrètement, quand un EAJE va répondre à appel à projet et décide de réserver des places de crèche pour ces publics qui sont dans une démarche d'insertion, si le AJE décide de le faire seul, eh bien, en fait, le cadre législatif demande que la crèche accueille au moins 20% d'enfants dont les parents sont inscrits dans un parcours d'insertion. Les EAJE à VIP qui seraient labellisés devront donc atteindre isolément ce ratio de 20%. Si les crèches sont organisées en réseau, dans ce cadre-là, la labellisation d'un réseau AVIP de crèche, elle est appelée comme ça, ce qui permet de coordonner en fait toutes les places d'accueil. Dans ce cadre-là, si c'est constitué en réseau, le pourcentage d'accueil est de 10%, au moins 10% d'enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d'insertion.
Notre conseil d'administration a décidé de pouvoir accompagner cette démarche et le déploiement de cette démarche. Si le SJE part seul et doit répondre à l'objectif des 20%, alors le financement sera de 3 500 € par place au titre de la coordination de l'accompagnement des familles et des enfants et de la perte à la prestation de service unique. Si les crèches sont organisées en réseau, alors le financement sera de 3 000 € par place au titre de l'accompagnement des familles, des enfants et de la perte PSU. Pourquoi 3 000 €? Parce que si la coordination, s'il y a un réseau et s'il y a une coordination des places à vivre qui est mise en place, on vous a précisé dans la slide, je ne vais pas la décrire, mais les attendus en fait de la coordination de ces places, si ce n'est à vous dire que cette coordination elle est dévolue à l'autorité organisatrice au titre du recensement des modes d'accueil et de l'accompagnement des familles et que cette coordination sera pilotée par les coopérateurs CTG, soit les coopérateurs thématiques ou les coopérateurs globaux selon l'organisation du territoire. C'est un poste qui est déjà financé donc, par la CAF, mais qui s'intègre complètement dans le cadre des enjeux et de la mission du SPPE. Donc, le rôle et la mission donc, de la coordination sera de piloter le dispositif AVIP, surtout quand plusieurs modes d'accueil sont concernés, de recueillir les demandes et les transmettre aux EAJE, de réaliser le bilan du dispositif, d'animer un groupe de travail avec France Travail et d'assurer le lien donc avec le schéma départemental des services aux familles. Là encore, c'est un dispositif qui a été présenté avec un appel à projet donc, qui a été lancé, mais ne pas hésiter à revenir vers nous pour vous expliquer de manière peut-être plus précise ou plus opérationnelle la mise en œuvre de ce dispositif. Un autre dispositif innovant qu'on souhaitait valoriser et partager avec vous, c'est une expérimentation qui s'appelle UFAC, alors qui veut dire Unité familiale d'accueil collectif, qui est en quelques mots un projet expérimental hybride entre à la fois un accueil individuel et une MAM. Et l'expérimentation aujourd'hui est portée par la crèche familiale de Pau. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir en fait accueillir les familles et les enfants de ces familles dans un lieu neutre, hors du lot domicile. Ces enfants sont accueillis par des assistants maternels, donc ça reste un accueil individuel, mais les assistants maternels accueillent donc les enfants hors de leur domicile et les assistants maternels sont salariés de la crèche familiale. À la différence, en fait, d'un mode d'accueil assez classique d'une assistante maternelle qui a un contrat avec la famille et qui accueille à son domicile. Là, ce sont bien des assistants maternels qui accueillent hors de leur domicile, qui sont salariés de la crèche familiale et qui n'ont pas de relation employeur-employé avec la famille, puisque ce service est assuré par la crèche familiale, en l'occurrence celle de Pau. Donc, ce service a les avantages, cette expérimentation a les avantages d'un accueil individuel, quelque part, et d'un accueil collectif aussi, puisque ça répond aussi aux demandes des familles, surtout que leurs enfants soient accueillis dans un lieu plutôt en collectif. Alors, ça n'a pas le statut d'une crèche, ce n'est pas ça, c'est pour ça que c'est une expérimentation. Mais on souhaitait vous la partager parce qu'elle est assez probante en fait, surtout dans la perspective de la baisse du nombre et des départs du nombre d'assistants maternels à venir. Ça répond aussi à plein d'autres choses pour les professionnels, hein, dans le cadre de la valorisation des métiers, puisque les assistants maternels ne sont pas seuls à accueillir à leur domicile et elles peuvent aussi bénéficier de tous les services de la crèche familiale en matière de formation, de réunions pédagogiques, de regroupement, de partage d'expériences, voilà, etc. Donc, il nous semblait aussi important de pouvoir vous expliquer que ce modèle existe à titre expérimental et qu'un bilan a été fait et il est plutôt probant. Là aussi, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires ou plus détaillées, on se rend tout à fait disponible pour les partager.
Euh, Lorsqu'on parle tout à l'heure, on a parlé que le SPPE servait le caractère au niveau de la solution de garde de l'enfant, mais aussi ça revêt un caractère de soutien à la parentalité. Donc là, on va vous présenter les deux slides qui arrivent, à la fois le site monenfant.fr, qui, je l'espère, vous devez le connaître aujourd'hui. C'est un site institutionnel de la branche famille qui existe depuis plusieurs années maintenant et qui permet à la fois de proposer pour les parents une recherche géolocalisée d'un mode d'accueil ou d'un service de soutien aux familles, de réaliser des outils de simulation financière en tant que mode de garde de l'enfant, mais aussi une demande d'information sur les modes d'accueil. C'est vraiment un point de repère qui est conçu pour accompagner les parents dans les événements clés liés à la vie de famille. Et c'est également un site pour les professionnels, puisque c'est un site où il y a d'informations pour les assistants maternels, puisqu'elles s'inscrivent, elles précisent sur le site les modalités, leurs modalités d'accueil et leur disponibilité, et également des informations pour les gestionnaires de structures. Donc c'est aussi un espace dédié pour valoriser leur offre d'accueil, mettre à jour leurs informations et gagner en visibilité auprès des familles. C'est un site qui est très bien connu et sur lequel peut s'appuyer aussi les relais petite enfance, puisque sur notre département, il y a plusieurs relais petite enfance qui sont habilités à recevoir les demandes des familles sur le site monenfant.fr pour réorienter donc le besoin et répondre aux besoins de la famille en matière de mode d'accueil. Et puis, il y a un site que nous avons déployé. Alors celui-là, il n'est pas national, pas encore, j'ai envie de dire, mais il est local. C'est une application qui s'appelle Tipeee. C'est une application qui est interactive, qui est multipartenariale et qui s'adresse aux parents sur toutes les questions qu'ils se posent au quotidien en tant que parents. Donc, on a bien le volet mode d'accueil, mais on a bien aussi le volet parentalité. Donc, c'est un service où les parents peuvent retrouver à la fois un annuaire des services qui est disponible, un agenda pour les événements des familles et parentalité. Alors, on a de nombreux partenaires qui postent assez régulièrement toute leur actualité ou les actions qu'ils proposent en direction des familles. Donc, c'est vraiment un site ressource pour permettre en fait aux familles d'accéder aux services, à la fois aux droits, mais aussi aux services. C'est un site qui permet également pour les parents d'avoir un chat et un forum et qui permet d'avoir une mine d'informations et de contenu par des professionnels ou des experts sur des podcasts ou des vidéos en matière de parentalité. Donc, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à le faire parce il est assez intéressant à consulter et pour accompagner les parents. Et enfin, ce qu'on souhaitait vous présenter aussi, c'est le parcours naissance consolidé dans notre département, toujours dans la perspective de pouvoir accompagner les parents en matière de droits et en matière de services. Donc, nous avons déployé, alors depuis de nombreuses années maintenant, au niveau de notre département, on l'appelle aujourd'hui le parcours naissance, mais c'est un parcours qui fonctionne bien et qui permet d'accompagner les parents dans leur démarche de déclaration, soit d'une adoption, d'une naissance ou d'une grossesse. Et il a pour but de lutter contre le non-recours aux prestations sociales. Comment ça se met en place concrètement? En fait, il existe un partenariat qu'on assure on assure ces rendez-vous avec la CPAM aujourd'hui. Donc, il existe des ateliers collectifs où sont invités parents et futurs parents et où sont données beaucoup d'informations en matière d'accès aux droits, aussi bien pour la branche maladie, pour la CPAM, que pour la CAF, la branche famille, les prestations légales. Et puis, ils sont proposés à l'issue de ces temps collectifs, mais aussi à toutes les déclarations de grossesse que nous avons, des rendez-vous plutôt individuels où les parents ou futurs parents sont reçus de manière individuelle par un technicien CAF et un technicien CEPAM et permet comme ça d'avoir finalement beaucoup d'informations sur sa propre situation en matière de droits et de services. À croiser également avec ce que les relais petite enfance peuvent aussi mener comme action sur le territoire en direction des familles.
Donc ça, c'était sur l'accès aux droits, sur l'accès aux services. Donc on est bien les relais, je le disais, hein, sur les modes de garde, expliquer également les LAEP. On a des projets aussi qu'on souhaiterait développer. Pourquoi pas créer un LAEP en ligne? Enfin, voilà, plusieurs projets en cours. Et ceci s'inscrit complètement dans le cadre des priorités, dans le cadre des 1000 premiers jours donc, de l'enfant. Voilà. Donc à la fois, il nous semblait pertinent de vous présenter les enjeux du SPPE que vous connaissez, hein, d'un point de vue plutôt législatif, réglementaire, les enjeux qui nous attendent sur le court et moyen et long terme, et puis des actions un peu d'innovation qui sont d'ores et déjà soit déployées ou à consolider ou à inventer de nouveau sur notre territoire. Voilà pour la présentation, Inbar.